Chaque matin avant l'école, Francelà glissait 2 déjeuners dans son sac à dos, un pour elle-même, un humble sandwich au beurre de cacahuète et une pomme abîmée, et l'autre soigneusement emballé dans du papier aluminium, encore chaud, réservé à l'homme qu'elle rencontrait à 2 pâtés de maison du campus. Elle ne posait jamais de questions. Derrière un mur de briques délabré, à moitié caché sous une couverture usée, était assis Ismaël, le regard las, la voix brisée de gratitude tandis qu'il murmurait « Merci ». Avec un sourire discret, Francelà lui tendit son repas et se précipita vers son cours du premier cours avant que la cloche ne sonne. À 16 ans, Francelà était presque invisible, silencieuse, la tête baissée, se donnant juste ce qu'il fallait pour réussir ses examens. Pourtant, intérieurement, elle percevait les schémas de douleur qui l'entouraient, la toux persistante d'Ismaël, les tremblements de son corps à chaque mouvement, ces tremblements face au froid hivernal. Ce matin-là, le ciel de Madrid menaçait d'orage. Francelà arriva avec un petit réconfort supplémentaire, une thermos de chocolat chaud. Elle trouva Ismaël aux lèvres bleues et au souffle court. « Bonjour, Ismaël » murmura-t-elle en s'agenouillant à côté de lui. Il parvint à esquisser un sourire rauque. En attrapant la tasse, ses mains tremblèrent si violemment que le liquide chaud se répandit sur son manteau en lambeaux. La peur la saisit alors. Sa peau avait une teinte grisâtre qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tu as besoin d'un médecin » murmura Francelà, oubliant sa discrétion habituelle. Les lèvres d'Ismaël s'incurvèrent en un sourire triste et en coin. « Les médecins sont pour ceux qui ont un nom. Petite fille, je ne suis qu'une ombre. Sais-tu seulement mon nom ?» Elle hésita. « Ismaël n'existe pas ? C'est le nom qu'ils m'ont donné au refuge. » Il s'effondra dans une quinte de toux, chaque spasme secouant sa silhouette frêle. « Mon vrai nom n'a pas été prononcé depuis longtemps. » Le temps sembla s'arrêter tandis que Francelà s'agenouillait dans la ruelle froide. Il n'avait jamais autant partagé. Pourtant, avant qu'elle puisse le presser davantage, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Elle lui glissa un petit parapluie dans les mains. « Je reviendrai » promit-elle, puis elle courut à l'école, le cœur battant. En cours de littérature, tandis que le professeur expliquait les métaphores de Lorca, Francelà pensait à Ismaël. Elle griffonnait des équations et des codes binaires dans les marges des symboles secrets qu'elle seule pouvait déchiffrer. Pour elle, la programmation était un refuge, un monde de logique claire contrastant avec son isolement en famille d'accueil. Après l'école, elle marcha péniblement sous la pluie jusqu'à la bibliothèque municipale. Là, dans un coin reculé, elle brancha une clé USB et lança son programme maison, manipulant le Wi-Fi de la bibliothèque à sa guise. « Découvrons qui tu es vraiment, Ismaël » murmura-t-elle, les doigts frétillants, fouillant les registres des sans-abri et les archives des personnes disparues. Les heures passèrent. Juste au moment où la bibliothécaire annonçait la fermeture, son écran s'illumina. Ismaël Álvaro Carreño, autrefois professeur de physique théorique renommé à l'université Complutense, porté disparu 7 ans plus tôt et présumé mort par sa famille. Francelà retint son souffle en reconnaissant les yeux brillants sur les photos d'archives. Sans attendre, elle créa une fausse adresse email, y joignit une courte vidéo d'Ismaël la remerciant pour le petit déjeuner et l'envoya à la famille Carreño. Elle ne s'attendait à rien, elle n'était qu'une écolière jouant les détectives. 3 jours plus tard, le monde bascula. 3 BMW noirs s'arrêtèrent dans un crissement de pneus devant son école. Une femme d'une 60aine d'années, impeccablement vêtue, en sortit, accompagnée de 2 hommes dont les yeux verts reflétaient ceux d'Ismaël. Ils entrèrent droit dans la classe de Francelà. Des murmures s'abattirent dans le couloir tandis qu'ils approchaient de son bureau. Dans le bureau du directeur, les Carreño pleuraient en serrant Francelà dans leurs bras. « On le croyait parti pour toujours » sanglota la matriarche en serrant la main tremblante de la jeune fille. « Tu nous l'as ramené. » Francelà raconta chaque détail, les repas, la recherche, le courriel. Ils écoutèrent avec stupeur et admiration. « Vous avez accédé à des bases de données sécurisées » demanda l'un des Carreño. « J'ai seulement suivi le code » répondit-elle doucement. La nouvelle de son acte s'est répandue comme une traînée de poudre. Une adolescente nourrit un sans-abri et découvre un professeur disparu, titraient les journaux. Les médias l'ont surnommée « la fille qui a ramené un père à la maison ». Submergée par l'attention, Francelà a réalisé qu'un simple acte de gentillesse, combiné à sa passion secrète pour le code, avait changé non seulement une vie, mais celle de toute une famille bélassienne à jamais. Elle n'avait pas l'habitude d'être le centre de l'attention. Depuis son entrée en famille d'accueil à 8 ans, après l'accident qui avait coûté la vie à ses parents, elle avait appris à passer inaperçue.
L'invisibilité avait été sa stratégie de survie à travers 5 foyers différents. Ses parents d'accueil actuels la connaissaient à peine et ne savaient pas comment réagir à la célébrité soudaine qui s'abattait sur cette fille discrète vivant dans leur sous-sol aménagé depuis près d'1 an. Tu aurais pu nous dire ce que tu faisais, dit Laura au dîner, la voix partagée entre l'étonnement et le reproche tandis qu'elle enfournait le ragoût. Nourrir un sans-abri, pirater des bases de données. À quoi pensais-tu? Francelin, je ne pensais pas que ça avait d'importance, répondit Francelin en déplaçant des petits pois dans son assiette. Je voulais juste l'aider. Miguel l'observait avec curiosité. Comment as-tu appris à faire tout ça avec des ordinateurs? Francelin haussa les épaules et soutint son regard. Je les comprends, c'est tout. Je vois des schémas là où d'autres voient le chaos. Ses parents d'accueil échangèrent des regards inquiets. Ils avaient accueilli une douzaine d'enfants au fil des ans, mais jamais quelqu'un comme Francelin. Son dossier mentionnait un QI élevé, des difficultés sociales et un don mathématique inhabituel qu'aucun professeur n'avait jamais su exploiter. La famille de cet homme les Carreño a appelé cet après-midi, dit enfin Laura en expirant. Ils veulent t'inviter à dîner demain pour te remercier. Pour la première fois depuis des jours, les yeux de Francelin s'illuminèrent. Ils ont trouvé Ismaël, ajouta Miguel d'un ton plus doux. Il est à l'hôpital. On dit qu'il a une pneumonie, mais il est soigné. Il n'aurait pas pu survivre bien longtemps dans la rue par ce froid. Francelin sentit une boule dans sa gorge. Elle se souvenait de la toux d'Ismaël, de ses mains tremblantes. Si elle avait attendu plus longtemps. On t'accompagne, bien sûr, dit Laura, interprétant mal son silence. On ne te laissera pas seul. Mais Francelin était déjà seule. Elle l'avait toujours été. Même entourée de gens, une barrière invisible la séparait, son esprit était réglé sur des fréquences que personne d'autre ne pouvait entendre. Le lendemain soir, vêtue de la plus belle robe qu'elle ait jamais possédée ou une robe lavande empruntée à une autre enfant placée, Francelin était assise à l'arrière de la petite voiture familiale. Elles sillonnèrent les rues de Madrid jusqu'à atteindre l'un des quartiers les plus huppés de la ville. La demeure Carreño se dressait devant elle, ses colonnes blanches luisant dans la lumière du soir et son jardin méticuleusement entretenu. Son pouce accéléra lorsque Laura sonna à la porte. Une femme de chambre les fit entrer et les conduisit dans un couloir orné de tableaux si authentiques que Francelin se demanda s'il s'agissait d'originaux, un Sorolla par-ci, un modeste Goya par-là. Dans le spacieux salon, tout le clan Carreño les attendait, l'élégante veuve Amelia Carreño, ses 2 fils Jem et Roré, accompagnés de leurs épouses et enfants, tous arborant des sourires oscillant entre gratitude et curiosité. Francelin salua Amelia en s'avançant, les bras tendus. Tu ne sais pas à quel point ce que tu as fait compte pour nous. Avant que Francelin puisse répondre, le bruit des roues sur le marbre l'interrompit. Une infirmière apparut, poussant un fauteuil roulant, et Ismaël y était assis, presque méconnaissable avec ses cheveux frais et son visage parfaitement rasé. « Mon ange » murmura-t-il d'une voix faible mais claire. « Mon petit sauveur. » Les larmes jaillirent des yeux de Francelin. Elle s'approcha de lui, oubliant le protocole, s'agenouilla près de lui et lui prit la main. « Professeur Carreño » murmura-t-elle, utilisant son titre officiel pour la première fois. Il sourit, et à cet instant, elle vit plus que le physicien de génie qui l'avait déconcerté, elle vit l'homme qu'il avait été. « Je serai toujours Ismaël pour toi » répondit-il doucement. Le dîner se déroula comme un rêve. Chaque plat était servi dans de la porcelaine fine, accompagné de vin dont Laura examina les étiquettes avec émerveillement. Mais la véritable surprise survint après le dessert, lorsque Jem déposa un dossier en cuir sur la table. « Nous avons enquêté sur toi, Francelin, dit-il doucement. Son estomac se noua. « N'aie pas peur, poursuivit Jem avec un sourire rassurant. C'est juste que pirater ces bases de données et retrouver notre père alors que la police le recherchait depuis des années nous a fait nous demander qui tu étais vraiment. » Roré hocha la tête. « Nous avons découvert quelque chose d'étonnant, vos notes sont bonnes, mais le test de QI que vous avez passé à votre arrivée en famille d'accueil a obtenu un score supérieur à 170. C'est extraordinaire. » Francelin baissa les yeux. Ce numéro avait toujours ressemblé plus à une malédiction qu'à une bénédiction, la preuve qu'elle était différente, étrange, incapable de s'intégrer. Amelia s'éclaircit la gorge. Personne n'a rien fait pour nourrir cet esprit. Tu as dépéri dans des écoles normales, sans programmes spéciaux ni stimulation. Laura se tortilla, mal à l'aise. Nous avons fait de notre mieux avec les ressources dont nous disposions. Je ne vous en veux pas, dit Amelia gentiment. Le système a laissé tomber cet enfant. Puis Ismaël, jusque-là silencieux,
prit la parole d'une voix chargée de gratitude. Quand je vivais dans la rue, j'observais les gens, j'apprenais des schémas. J'ai vu en Francelà non seulement une gentillesse remarquable, mais aussi un esprit qui évolue dans des dimensions que la plupart ne peuvent même pas imaginer. Je me suis rappelé qui j'étais avant de tout perdre. Francelà sentit le poids de leurs paroles. Il l'observait comme un spécimen rare. Jem se pencha en avant. Nous aimerions vous offrir une opportunité. Roré a ouvert un autre document, une bourse complète pour l'école de votre choix, puis pour l'université de votre choix, plus quelque chose en plus. Amélia jeta un coup d'œil à Laura et Miguel. Nous aimerions que vous envisagiez de venir vous installer ici. Là, bouge, répéta Laura, les yeux écarquillés. Adoption officielle, précisa Amélia d'une voix douce. Nous voulons l'adopter. Les mots explosèrent dans la pièce. Francelà halta. Miguel s'éclaircit la gorge, prêt à parler, mais le visage de Laura se crispa sous le choc. J'ai 63 ans, dit Amélia en croisant le regard de Laura. J'ai perdu mon mari il y a 7 ans, et maintenant il est de retour. Je reconnais les miracles. Francelà nous a redonné Ismaël. Nous voulons lui offrir une famille, un avenir et la reconnaissance qu'elle mérite. Francelà regarda Laura et Miguel. Il l'avait nourrie, habillée, hébergée, mais il ne l'avait jamais vraiment vue. Elle avait été l'orpheline en difficulté, la fille étrange qui parlait mieux le code informatique qu'elle ne parlait aux gens. Maintenant, quelqu'un la voyait vraiment. Tu n'as pas à te décider maintenant, ajouta Jem, remarquant ses larmes. Réfléchis parle aux services sociaux. Apprends à mieux connaître notre famille. Ils partirent en promettant de rester en contact et en prévoyant que Francelà rende visite à Ismaël à l'hôpital. Sur le chemin du retour, la voiture était silencieuse, sauf que Francelà réalisait discrètement qu'une tempête approchait. À leur arrivée, Laura explosa de colère. Comment ose-t-il t'enlever comme ça? Tu n'es pas une marchandise. Miguel tendit la main pour la calmer, mais Laura fulminait. Francelà resta silencieuse. Elle n'avait aucune réponse, seulement la certitude que, pour la première fois, quelqu'un l'avait vraiment vue non pas comme une orpheline, mais comme quelqu'un doté d'un esprit et d'un cœur qui méritait une chance. Je vais dans ma chambre, dit-elle enfin, les surprenant tous par une fermeté qu'ils ne lui connaissaient pas. Dans la solitude de sa chambre au sous-sol, Francelà alluma son ordinateur portable cabossé et sentit, peut-être pour la première fois, qu'elle pourrait appartenir à quelque part. Elle avait récupéré un modèle obsolète de la poubelle et l'avait minutieusement réparé. Pourtant, grâce à ces modifications ingénieuses, il fonctionnait mieux que bien des machines neuves. Assise à taper, ses doigts dansaient sur les touches, écrivant des lignes de code pour apaiser son esprit, comme d'autres enfants absorbés par la musique ou le sport. Tandis que ses mains bougeaient, ses pensées se bousculaient sur les derniers jours. Tout avait basculé depuis ce moment, dans la ruelle, où elle avait osé demander le vrai nom d'Ismaël. Ce petit geste d'humanité avait déclenché une série d'événements menaçant de bouleverser sa vie. Était-ce vraiment ce qu'elle voulait? Quitter Laura et Miguel, emménager dans une famille de riches inconnus, devenir la fille adoptive de personnes qu'elle connaissait à peine? Le curseur clignotait à l'écran, attendant sa prochaine commande, comme toujours. Mais pour la première fois, Francelà ne disposait d'aucun algorithme clair pour résoudre ce problème. Le lendemain matin, c'était samedi, elle n'avait donc pas à se soucier de l'école. À son réveil, la maison était étrangement silencieuse. Dans la cuisine, le mot de Laura était posé sur le comptoir. Nous sommes allés parler à l'assistante sociale de la proposition de Carreño. Nous reviendrons déjeuner. Il y a des céréales dans le placard. Il n'y eut pas de signe de départ affectueux, pas de « prenez soin de vous », seulement des informations froides et pratiques. Francelà mangea rapidement et, agitée, décida qu'elle avait besoin d'air frais. Elle enfila son manteau et erra sans but dans le quartier populaire qu'elle partageait avec sa famille d'accueil. Inévitablement, ses pas la ramenèrent dans la ruelle où elle et Ismaël s'étaient rencontrés. Elle savait qu'il ne serait pas là, mais une étrange envie l'attirait. La ruelle semblait plus petite, désolée sans sa présence. La poubelle se dressait toujours, mais la couverture usée avait disparu. À sa place, il ne restait qu'un morceau de carton plié et quelques canettes vides, derniers vestiges de la vie qu'il y avait menée. Francelà s'assit sur le trottoir, exactement là où ils avaient l'habitude de discuter pendant qu'ils mangeaient. « Il te manque ?» La question la fit sursauter. Elle leva les yeux et vit un homme d'une trentaine d'années, bien habillé, le regard las. Il lui tendit une carte d'identité.
Daniel Orozco, journaliste à LP. Il s'assit à côté d'elle sans attendre qu'on l'invite. J'écris sur toi et le professeur. Je ne parle pas au journaliste, dit Francelin en se levant. Attends, lança-t-il doucement en lui emboîtant le pas, je ne veux pas te déranger. Je veux juste comprendre comment une adolescente de 16 ans, sans ressources ni relations, a réussi ce que la police, sa famille et tous les systèmes de recherche n'ont pas réussi en 7 ans. Malgré elle, Francelin hésita. Il y avait dans sa voix une sincérité à laquelle elle ne s'attendait pas, je n'ai rien fait de spécial, murmura-t-elle. Ils savaient tous les deux que ce n'était pas vrai, et un silence gêné s'installa entre eux. Finalement, Francelin demanda, comment m'as-tu trouvé? Il sourit ironiquement. Je suis journaliste, mon métier, c'est de suivre les actualités. Et il n'était pas difficile de deviner que tu reviendrais ici. Il marqua une pause. Que crois-tu qu'il veuille vraiment? La vérité, ou du moins une version qui ait du sens? Un génie sans abri trouvé par un adolescent. Un jeune hacker qui a résolu un mystère vieux de 7 ans. Une famille riche qui veut adopter. C'est une histoire trop parfaite. Pour la première fois, Francelin croisa son regard. Il crut à un mensonge. Je crois qu'il y a plus que ce que l'on voit, dit-elle. Daniel l'observa. Les Carreneau sont puissants en politique, en affaires. Votre professeur était brillant, mais controversé. Sa disparition a déclenché des rumeurs. Quel genre de rumeurs, demanda-t-elle, son pouce accélérant. Il sortit un petit carnet. Projet confidentiel, théorie remettant en cause le statu quo scientifique, application militaire possible. Puis il disparut, pour réapparaître 7 ans plus tard, sans abri et sans mémoire, secouru par un adolescent prodige. L'esprit de Francelin se déchaîna. L'enquête initiale avait conclu à un suicide. Sa voiture abandonnée avait été retrouvée près du fleuve Manzanar, mais aucun corps. Elle s'était concentrée sur sa recherche, sans comprendre pourquoi il avait disparu. Daniel referma son carnet. Si vous cherchez des conspirations, vous êtes au mauvais endroit. Il lui tendit une carte. Mais si jamais vous avez envie de parler, appelez-moi. Votre histoire mérite d'être racontée. Francelin l'accepta, même si elle n'avait aucune intention de l'utiliser. Daniel s'attarda. Une dernière question, pourquoi as-tu risqué autant pour un inconnu? Sa réponse lui vint aux lèvres, parce que personne ne devrait être invisible. Il hocha la tête, un nouveau respect dans ses yeux, et s'éloigna, la laissant avec encore plus de questions. À son retour à la maison, Laura et Miguel attendaient dans le salon, le visage solennel. Nous avons parlé avec l'assistante sociale, a commencé Laura. Et avec un avocat, a ajouté Miguel. Francelin se préparait au pire. Allait-il l'envoyer dans une autre famille d'accueil? L'enlever au Carreño par dépit? La situation est compliquée, poursuivit Laura. Légalement, tu restes sous tutelle de l'État. Nous ne sommes que temporaires. Les Carreño ont les ressources pour une adoption, dit doucement Miguel. Laura inspira brusquement. Mais puisque tu as 16 ans, le juge doit tenir compte de ton avis. Francelin chercha dans leurs yeux, essayant de lire ce qu'ils ne diraient pas. Finalement, Laura murmura, que veux-tu? Cette simple question la stupéfia. En 8 ans dans le système, personne ne l'avait jamais posée. Je ne sais pas, a-t-elle admis. Miguel esquissa un sourire triste. C'est compréhensible. Tout est arrivé si vite. La voix de Laura tremblait. Ils peuvent offrir des écoles, des relations, des opportunités. Miguel ajouta, mais on te connaît depuis 1 an. On t'a vu grandir. On tient à toi. C'était la déclaration d'amour la plus proche qu'elle ait jamais entendue et pourtant, cela ressemblait à un adieu. Tu n'as pas à décider aujourd'hui, intervint l'assistante sociale, l'invitant à prendre son temps. Mais ils savaient tous que le temps était un luxe. La patience des Carreño et celle des médias n'attendraient pas. Je veux voir Ismaël, dit enfin Francelin. Avant de prendre une décision. Laura et Miguel échangèrent un regard résigné. Ils sentaient qu'ils la perdaient. Cet après-midi-là, Miguel la conduisit à l'hôpital privé où Ismaël se rétablissait. La réceptionniste leur annonça qu'il avait été transféré dans une suite au dernier étage, donnant sur un jardin paisible. Lorsque Francelin entra, elle le trouva assis près de la fenêtre, visiblement en meilleure santé, son pyjama en soie plus cher que toute sa garde-robe. « Bonjour, mon petit sauveur », la salua-t-il avec un doux sourire.
J'espérais que tu viendrais. Miguel marmonna quelque chose à propos de l'attente à la cafétéria et les laissa seuls. Tu as meilleure mine, dit Francelin en s'asseyant. Une douche chaude, un bon repas et des médicaments adaptés font des merveilles, répondit Ismaël avec une chaleur ironique. Puis son ton devint sérieux. Je sais que ta famille t'a fait une proposition. Francelin hocha la tête. C'était en partie ton idée, même si Amélia n'avait pas besoin d'être convaincue. Elle est généreuse, même si elle a une forte volonté. Tu as tort, se pencha Ismaël, le regard brillant de clarté. Je t'ai observé tous les jours. Pas seulement ta gentillesse, mais ton esprit. Tu es extraordinaire. En absorbant ces paroles, elle comprit que la plus grande énigme n'était pas celle qu'elle avait résolue, mais celle de découvrir où se trouvait son propre cœur. Je ne l'ai jamais entendu mentionner ce qu'il t'avait dit d'autre, que ta disparition était étrange. Ils ont retrouvé ta voiture près de la rivière, mais jamais de corps, et tu t'es demandé si j'avais menti en disant ne pas me souvenir de mon passé. Ismaël ajouta, s'il y avait quelque chose de plus sombre derrière mon histoire. Francelin ne répondit pas, quelle était la réponse, ça suffit? Ismaël soupira. La vérité est compliquée, Francelin. Oui, j'ai travaillé sur des projets que certains pourraient considérer comme controversés. J'ai développé des théories qui remettaient en question les paradigmes établis. J'ai subi des menaces et des pressions. Il marqua une pause, puis avoua doucement, un soir, je suis allé à la rivière avec l'intention d'en finir. Tu as essayé de te suicider, murmura-t-elle, horrifiée. J'ai essayé. J'ai échoué. L'eau était glacée et le choc m'a redonné envie de vivre, mais il a provoqué une lésion cérébrale. Je me suis réveillé plusieurs jours plus tard, trempé et désorienté, sans aucun souvenir de qui j'étais ni de comment j'étais arrivé là. Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide? Je ne savais pas vers qui me tourner. J'avais des flashs de souvenirs, un sentiment constant de danger, l'impression de fuir quelqu'un ou quelque chose. Ismaël regardait par la fenêtre en direction du parc. J'ai passé 7 ans entre les refuges et la rue, avec des fragments d'équations qui apparaissaient dans mon esprit comme des fantômes sans contexte, sans but jusqu'à ce que tu commences à te souvenir. Jusqu'à ce que tu réapparaisses. Il se corrigea, votre gentillesse quotidienne m'a ancré dans le présent. Vous m'avez donné une routine, un objectif à atteindre, et cette stabilité a permis à mon esprit de commencer à guérir. Francelin a assimilé tout cela. Pourquoi veux-tu m'adopter, alors? En partie de la gratitude, admit-il en se penchant et en baissant la voix, mais il y a autre chose. Tu me fais penser à moi à ton âge, tu as le même don pour les schémas, la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Mais contrairement à moi, tu as un cœur qui équilibre ton esprit. Je ne comprends pas. Mon génie m'a isolé, dit-il doucement. Il m'a rendu froid et arrogant. Je place le savoir avant tout, même ma famille. Je t'offre ce que personne ne m'a offert, un mentor qui comprend ton fonctionnement mental et une famille qui peut te soutenir sans crainte. Les services secrets prirent les mains de Francelin. C'est ta décision, bien sûr, poursuivit-il, mais pense à tout ce que tu pourrais accomplir avec les bonnes ressources. L'offre était tentante, trop tentante. Et si je ne suis pas ce que tu crois? Si je te déçois? Elle eut un sourire impossible. Vous avez déjà dépassé toutes mes attentes. Quand Francelin quitta l'hôpital, elle était en pleine agitation. Miguel attendait patiemment à la cafétéria, feuilletant un magazine. Tout va bien, demanda-t-il en la voyant. Elle acquiesça, distraite. Avez-vous pris une décision, demanda-t-il prudemment alors qu'il se dirigeait vers la voiture. Pas encore, répondit-elle. J'ai besoin de temps, mais le temps passe vite. Le lendemain, un dimanche gris et pluvieux, Laura et Miguel reçurent un appel qui les laissa pâles. C'était l'assistante sociale, dit Laura en raccrochant. Les Carreño ont officiellement lancé la procédure d'adoption et obtenu une audience préliminaire pour demain. Francelin était stupéfaite. Ont-ils de l'influence? La voix de Miguel devint amère. Le juge veut te parler, ajouta Laura. Seule cette nuit-là, Francelin dormit à peine. Son cerveau examinait obsessionnellement chaque angle, chaque possibilité et chaque conséquence de chaque choix. Pourquoi les Carreño étaient-ils si pressés? Que attendaient-ils vraiment d'elle? Et que signifierait quitter Laura et Miguel, qui, malgré leur distance émotionnelle, lui avaient apporté une certaine stabilité au cours de l'année écoulée? Le lendemain matin,
vêtue de ses plus beaux vêtements toujours aussi humble comparé au Carreño François était assise dans le bureau du juge Montero. Cet homme d'âge mûr au regard bienveillant et pénétrant commença à examiner son dossier. On dirait que vous êtes devenu une véritable célébrité. François se tortilla, mal à l'aise. C'est impressionnant ce que vous avez fait, poursuivit-il, trouvant une référence à son sauvetage du professeur Carreño lorsque toutes les ressources de l'État avaient échoué. Il referma le dossier et la regarda droit dans les yeux. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça, n'est-ce pas? Non, monsieur. Nous sommes ici parce qu'une famille riche et respectable souhaite vous adopter, et je dois m'assurer que c'est dans votre intérêt. Le juge se pencha en arrière. Dites-moi, François, que voulez-vous? C'était la deuxième fois en 2 jours qu'on lui posait cette question, et elle n'avait toujours pas de réponse claire. Je ne sais pas, admit-elle. Tout s'est passé si vite. Le juge hocha la tête avec compréhension. Les Carreño prétendent qu'ils peuvent vous offrir des opportunités éducatives exceptionnelles, mais que votre talent est gâché. Qu'en pensez-vous? François a réfléchi. J'ai toujours été doué en informatique et en mathématiques, mais je n'ai jamais eu besoin d'une école spécialisée pour apprendre. Votre dossier scolaire est particulier, a observé le juge. Des notes médiocres dans presque tous les domaines, sauf en informatique et en mathématiques, où vos professeurs soulignent un talent extraordinaire, quoique irrégulier. Je ne m'investis pas toujours dans des choses qui ne m'intéressent pas, a-t-elle avoué. Le juge a souri. L'honnêteté, j'aime ça. Son expression redevint sérieuse. Avez-vous ressenti une pression de la part des Carreño ou de vos familles d'accueil actuelles? Pas vraiment. Tout le monde dit que c'est moi qui décide, mais je sens des attentes. Les Carreño attendent que je dise oui. Laura et Miguel font comme si ça ne les dérangeait pas, mais ça leur ferait de la peine si je partais. Et que vous dit votre instinct? Le juge se pencha en avant. François prit une grande inspiration. Mon instinct me dit que les Carreño cachent quelque chose, cette adoption n'est pas seulement motivée par la générosité ou la gratitude. L'intérêt du juge s'intensifia. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Trop rapide, trop parfait, répondit-elle. Et certains passages du récit du professeur Carreño ne collent pas. Je ne me sens pas menacé, mais je sens qu'ils attendent quelque chose en retour. Le juge a écrit quelque chose, savez-vous que j'ai le pouvoir de retarder cette procédure si j'estime qu'elle est précipitée? François hocha la tête. Puis-je également désigner un tuteur légal indépendant pour représenter vos intérêts, quelqu'un d'autre que les Carreño ou vos parents actuels? Une famille d'accueil, est-ce que ça signifierait un autre foyer? Demanda François, alarmé. Tu ne pouvais pas forcément rester avec Laura et Miguel pendant que nous réglons ça, expliqua-t-il doucement. François a réfléchi à ses options. Et si elle voulait simplement mieux connaître les Carreño avant de prendre sa décision? Cela me paraît raisonnable, a déclaré le juge en souriant. Nous pourrions établir une période de cohabitation supervisée. Vous passeriez du temps avec eux, mais sans engagement juridique permanent. Pour la première fois depuis des jours, François sentit qu'elle pouvait respirer. J'aimerais bien, dit-elle. J'ai besoin de savoir qui ils sont vraiment avant de décider si je veux faire partie de leur famille. Très bien, acquiesça le juge. Je vais parler aux 2 parties et aux services sociaux. Je pense que nous pouvons parvenir à un accord qui protège vos intérêts. Lorsque François quitta le bureau, Laura, Miguel et les Carreño attendaient dans le couloir, chacun à son extrémité aux 2 camps opposés. Le juge les convoqua à une réunion commune et leur expliqua sa proposition. François passerait 2 après-midi par semaine et les week-ends avec les Carreño pendant 1 mois. Après cela, elle prendrait une décision éclairée concernant l'adoption. Bien que les Carreño semblaient déçus par le retard, ils acceptèrent. Laura et Miguel, visiblement soulagés, acquiescèrent également. Ainsi commença la période la plus étrange de la vie de François. Du lundi au vendredi, elle vivait chez Laura et Miguel et fréquentait son école habituelle, conservant ses habitudes. Mais les mardis et jeudis après-midi et tout au long du week-end, elle s'immergeait dans le luxe et le privilège de la famille Carreño. Au début, le manoir lui semblait intimidant, mais elle en découvrit bientôt les secrets. La bibliothèque, une aile entière d'étagères pleines de livres, remplis d'éditions originales, de textes scientifiques rares et de manuscrits, devint son lieu de prédilection. Mais l'espace le plus étonnant était le laboratoire du sous-sol, un sanctuaire restauré pour elle et Ismaël. Le premier samedi, ils lui ont montré le laboratoire. François a eu du mal à contenir son émerveillement, les ordinateurs de dernière génération, le matériel de physique de pointe,
les tableaux blancs électroniques qui couvraient des murs entiers. Tout ça, c'est pour toi aussi, a dit Ismaël, marchant avec une canne tandis qu'il reprenait des forces de jour en jour, pour que tu puisses explorer ton potentiel illimité. Francela y a passé des heures, absorbant des connaissances, posant des questions et découvrant un monde de possibilités qu'elle n'avait jamais imaginé. Jem et Roré, les enfants d'Ismaël, ont également participé à son éducation. Jem, physicien théoricien comme son père, lui a enseigné la mécanique quantique avancée, tandis que Roré, spécialiste en intelligence artificielle, lui a présenté des algorithmes et des systèmes qui ont fait de ses propres expériences de piratage un jeu d'enfant. Amélia, de son côté, l'invita dans un autre monde, galerie d'art, concerts, restaurants exclusifs ou des expériences qui l'éblouissaient, mais la mettait aussi mal à l'aise lorsque les serveurs la traitaient comme une princesse. Hors d'ici, tu t'y habitueras, lui assura Amélia, remarquant son malaise. Tout cela peut être à toi. Francela n'était pas sûre de vouloir tout. Le luxe et les privilèges étaient séduisants, mais intimidants. Ce qui l'attirait vraiment, c'était le savoir et les possibilités, et enfin quelqu'un qui comprenait son fonctionnement. Au fil des semaines, Francela a remarqué des tensions dans la famille Carreño, des conversations interrompues lorsqu'elle entrait dans une pièce, des regards significatifs entre Jem et Roré, des appels téléphoniques secrets auxquels Ismaël répondait en privé. Il y avait ensuite des fichiers verrouillés sur les ordinateurs du laboratoire ou des dossiers protégés que même ses compétences de piratage informatique ne pouvaient pas ouvrir, des projets avec des noms de code que personne ne mentionnait directement. « As-tu déjà entendu parler du projet Mnémosyne » demanda-t-elle à Ismaël presque nonchalamment un après-midi alors qu'il travaillait sur un problème de physique. Ismaël laissa tomber son marqueur. « Où as-tu entendu ce nom ? » ? « Je l'ai vu dans un dossier. » Le dossier était verrouillé, mais le nom était visible. « Curiosité dangereuse, murmura-t-il. Reprenant son calme, il expliqua, Mnémosyne était la déesse grecque de la mémoire. Pourquoi nommer ainsi un projet scientifique ? Il s'agit de la mémoire, la retrouver, la manipuler, comprendre son fonctionnement à l'échelle quantique. Il ne faut pas chercher à la comprendre tout de suite, il y a des connaissances qui exigent une préparation non seulement intellectuelle, mais aussi éthique. Francela n'était pas satisfaite, mais elle décida de ne pas insister davantage. Elle commença à prêter plus d'attention à chaque détail du comportement étrange de la famille. Une nuit, alors que tout le monde dormait, elle s'est infiltrée dans le laboratoire en utilisant les techniques apprises de Roré. Elle a de nouveau tenté d'accéder aux fichiers verrouillés, mais au lieu d'attaquer directement les dossiers protégés, elle a recherché des fichiers temporaires, des caches, bref, toute information susceptible de fournir des indices. Après 2 heures de travail minutieux, elle a trouvé quelque chose, un email partiellement récupérable dans la corbeille. Le nom du destinataire était corrompu, mais l'objet indiquait « Progrès dans la Mnémosyne ». Le corps du message était en grande partie illisible, mais certaines phrases ressortaient. Le patient montre des signes de rétablissement accéléré, réintégration de souvenirs auparavant inaccessibles possible, application militaire si nous parvenons à stabiliser le processus, le père continue de résister à partager l'équation complète. Un frisson parcourut l'échine de Francela. Utilisait-il Ismaël comme sujet de test pour une sorte d'expérience de mémoire ? Était-ce pour cela qu'il s'intéressait tant à elle ? Parce qu'elle aussi démontrait des capacités exceptionnelles en matière de schémas et d'algorithmes ? Un bruit de pas dans le couloir la fit sursauter. Elle ferma rapidement tout, éteignit l'ordinateur et se cacha derrière un placard au moment où la porte s'ouvrait. Roré entra, alluma une petite lumière et se dirigea vers un tiroir verrouillé. Il l'ouvrit avec une combinaison que Francela mémorisa instantanément, en sortit ce qui semblait être un disque dur externe et partit sans remarquer sa présence. Francela attendit plusieurs minutes avant d'oser quitter sa cachette, le cœur battant, tandis qu'elle montait silencieusement les escaliers menant à la chambre d'amis qu'elle considérait désormais comme la sienne. En sécurité dans sa chambre, il réfléchissait à ce qu'il avait découvert. Les pièces du puzzle commençaient enfin à se mettre en place. Les Carreño avaient non seulement restauré le corps d'Ismaël, mais tentaient désormais de récupérer quelque chose de bien plus insaisissable, son savoir, ses théories, peut-être même des souvenirs qu'il avait délibérément tenté d'oublier. Avez-vous déjà eu l'impression que ce qui semblait être un acte de générosité pouvait en réalité cacher des intentions bien plus complexes ? Connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une situation similaire ? Racontez-le-moi dans les commentaires. Le lundi suivant, de retour chez Laura et Miguel, Francela était assise à table, distante et plongée dans ses pensées. « Ça va » demanda doucement Laura. « Tu as à peine touché à ton repas. »« Je vais bien » marmonna Francela, « je suis juste fatiguée. »
Ça va bien avec les Carreño. Miguel essaya de paraître décontracté, mais la tension dans sa voix était évidente. Ils sont intéressants, répondit Francelin en choisissant ses mots avec soin. Laura et Miguel échangèrent des regards inquiets. Depuis un mois, il s'aventurait sur la pointe des pieds pour lui poser des questions directes sur son séjour chez les Carreño, craignant que les critiques ne la poussent encore plus loin dans leur orbite. « Tu sais que tu peux tout nous dire, n'est-ce pas » dit Laura en tendant la main pour toucher celle de Francelin. Le geste surprit Francelin où Laura n'avait jamais été du genre à manifester de l'affection physique. « Je sais » murmura-t-elle, incertaine de pouvoir partager ses soupçons. Cette nuit-là, dans sa chambre au sous-sol, Francelin prit une décision, elle devait en apprendre davantage sur le projet Mnémosyne et découvrir les véritables motivations des Carreño. Elle récupéra la carte de Daniel Orozco et, malgré ses réserves, lui envoya un texto. « J'ai besoin de parler, pas au téléphone. Demain à 16h, à la bibliothèque publique centrale. Chef. » Presque immédiatement, sa réponse s'afficha sur son écran, « Je serai là après l'école. » Le lendemain, Francelin annonça à Laura qu'elle ferait des recherches pour un article à la bibliothèque Une demi-vérité. Daniel l'attendait déjà à une table isolée, 2 tasses de café à eux deux. « Merci d'être venu, » dit Francelin en s'asseyant. « Votre message m'a surpris, » a admis Daniel. « Je pensais que vous évitiez les journalistes. Je le fais, mais j'ai besoin d'informations que je ne peux pas obtenir par moi-même. »« Que veux-tu savoir ?» demanda Daniel. « Tout sur le projet Mnémosyne. » Le visage de Daniel passa de la curiosité à l'inquiétude. « Ce projet n'existe pas officiellement, » murmura-t-il en regardant autour de lui. « C'est juste une rumeur ?»« Une rumeur qui fait disparaître les gens, » dit doucement Francelin. Daniel prit une lente gorgée de café. « C'est censé être une recherche sur la mémoire au niveau quantique, comment la conscience stocke les souvenirs à l'échelle subatomique. Dangereux, car si on peut manipuler la mémoire à cet endroit, on peut manipuler les pensées, les décisions, la loyauté. » Il marqua une pause. « On dit que le professeur Carreño a développé une théorie qui pourrait rendre cela possible. Lorsqu'il en a compris les implications, il a tenté de l'arrêter, puis a disparu. Officiellement, c'était un suicide raté, suivi d'une amnésie. Tu crois qu'il l'utilise pour récupérer les recherches, insista Francelin. Daniel la regarda avec un respect nouveau. Tu es plus perspicace que je ne le pensais. C'est ma théorie. Mais sur quoi te teste-t-il ? Daniel se pencha. Il vous observe, j'aime errorer. Il vous propose des problèmes de plus en plus complexes pour évaluer vos capacités. Ce qu'il leur faut, c'est quelqu'un avec votre intelligence pour terminer ce qu'Ismaël ne peut ou ne veut pas. Francelin réfléchit à l'idée. Cela ne lui semblait pas si fou, elle avait remarqué leurs constantes évaluations. Que dois-je faire ? demanda-t-elle finalement. Ça dépend de toi, répondit Daniel d'un ton grave. Pourrais-tu t'éloigner complètement ? Ou continuer à enquêter, mais avec une extrême prudence ? Et me promettre de ne rien publier avant mon autorisation. Il hésita. Je suis journaliste, c'est mon métier. Mais ça. Il lui fit un signe de tête. C'est ta vie. Francelin le regarda droit dans les yeux. Ça pourrait être dangereux pour nous deux. Daniel hocha la tête d'un air mesuré. D'accord. Je vais t'aider, promets-moi de faire attention. L'après-midi suivant, Francelin retourna chez les Carreño, déterminée à se comporter normalement tout en restant attentive à chaque mot, chaque geste, chaque silence soudain. Au laboratoire, Ismaël la salua comme toujours, impatient de lui dévoiler sa dernière expérience. Mais cette fois, son enthousiasme était différent, elle se demanda s'il était sincèrement excité ou s'il cherchait subtilement à la tester. « J'ai pensé, » a-t-il déclaré après la démonstration, « qu'il était temps que vous démarriez votre propre projet, quelque chose qui combine vos compétences en programmation et en algorithmique avec ses principes quantiques. » « Quel genre de projet ? demanda Francelin, l'esprit en ébullition. Ismaël sourit. La reconnaissance des formes au niveau quantique, comment l'information est codée et décodée dans des systèmes chaotiques comme la mémoire. Une lueur de surprise passa sur son visage, si brève qu'elle faillit la manquer. Oui, dit-elle lentement. La mémoire est, après tout, un système complexe de stockage d'informations. C'est ce sur quoi tu as fait des recherches avant de disparaître. Ismaël se tendit. Pourquoi demandes-tu ça ? Elle a poursuivi, vous avez mentionné des fragments de vos travaux antérieurs, mais jamais la théorie fondamentale. Finalement, il soupira.
j'élaborais une théorie sur le codage quantique de la mémoire ou des implications dangereuses, suffisamment puissantes pour manipuler la pensée elle-même. Quand j'ai compris ce que cela pouvait devenir entre de mauvaises mains, j'ai tenté de détruire mes recherches. Cet incident fluvial. Je n'ai pas vu d'autre solution. Francelin sentit son pouce accélérer. Et maintenant, grâce à moi, tes enfants t'ont retrouvé, pour récupérer tes équations et tes formules que tu n'avais jamais entièrement écrites. Il hocha la tête en s'appuyant sur sa canne. Il voit en toi ce que j'ai vu autrefois, un génie capable de terminer ce que j'ai commencé. Mais comprends bien ceci, je t'ai amené ici pour te protéger, pour m'assurer que ton don ne soit pas exploité comme le mien l'a été. Elle hésita, incertaine s'il était une victime ou un manipulateur subtil. Que dois-je faire, murmura-t-elle. Garde tes soupçons secrets. Continue d'apprendre en observant. Fais-moi confiance, insista Ismaël en lui serrant les mains. Je te promets que nous trouverons une issue, pour nous deux. Avant qu'elle puisse répondre, la porte du laboratoire s'ouvrit brusquement. Jem entra, souriant, même si ses yeux plissés trahissaient une pointe de suspicion. J'espère que je ne vous dérange pas, dit-il, mais le dîner est prêt. Allons-y, répondit Ismaël en lui lâchant les mains. On discutait du nouveau projet de Francelin. Oh. Jem feignit l'intérêt. De quoi s'agit-il? Francelin jeta un coup d'œil à Ismaël, puis répondit, des modèles dans des systèmes chaotiques. Ça a l'air prometteur, dit Jem, même si son ton trahissait le doute. J'espère que tu en diras plus au dîner. Alors qu'il montait à l'étage, Francelin se sentait comme une actrice apprenant son texte le soir de la première, incertaine, alerte et parfaitement consciente que chaque mouvement pouvait tout changer. Toute la famille Carreño était réunie autour de la longue table, même les petits-enfants qui, d'habitude, sautaient les dîners en semaine. L'ambiance était presque mise en scène, comme s'ils avaient préparé une présentation familiale. La conversation coulait avec une apparente aisance, mais Francelin percevait le fond de chaque question polie sur ses centres d'intérêt, ses talents, ses projets d'avenir. Après le dessert, Amélia s'éclaircit la gorge. Francelin, nous avons discuté, dit-elle d'une voix ferme mais pleine d'espoir, et nous pensons qu'il est temps de décider de ton adoption. La période d'essai se termine cette semaine, et nous aimerions savoir si tu es prête à faire officiellement partie de notre famille. Un silence tendu s'installa, rompu seulement par le léger tintement des couverts. Tous les regards étaient rivés sur Francelin, dans l'attente. Commença Francelin, prenant le temps de rassembler ses pensées. Je vous suis profondément reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi ou pour les opportunités, l'attention. Roré se pencha en avant, sentant son hésitation. Mais c'est une décision importante, poursuivit Francelin, la voix tremblante d'honnêteté. J'aimerais avoir quelques jours de plus pour y réfléchir. Jem et Roré échangèrent un bref regard avant qu'Ismaël n'intervienne doucement, bien sûr. Un choix comme celui-ci mérite du temps. Prenez tout ce dont vous avez besoin. La déception d'Amélia se transforma en un hochement de tête gracieux. Nous serons prêts quand vous le serez. Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère étrange et scénarisée, comme s'ils étaient tous des acteurs jouant une scène prédéterminée. Francelin observait chaque regard, chaque sourire poli, emmagasinant les détails pour les analyser plus tard. Lorsque Miguel arriva pour la raccompagner, un soulagement la submergea. La vieille voiture familiale, avec son odeur persistante de désodorisant bon marché et ses sièges usés, lui donnait un air de havre de paix. « Tout va bien ?» demanda Miguel, remarquant son calme. « Oui », répondit-elle avant d'ajouter, presque pour elle-même, « voulez-vous une réponse à propos de l'adoption ?» Il serra le volant, l'anxiété perçant dans ses yeux. « Je leur ai dit que j'avais besoin de plus de temps. » Il poussa un soupir de soulagement. C'était la seule solution raisonnable. Les jours suivants, Francelin vivait entre deux réalités, la vie chez Laura et la routine inconfortable avec Miguel. Elle assistait aux cours, faisait ses devoirs, mais son esprit ne se reposait jamais, il travaillait fébrilement sur le puzzle qu'elle avait aperçu chez les Carreño. Le jeudi, lors de sa visite prévue chez Ismaël, elle mit en œuvre la première phase de son plan. « J'ai réfléchi à votre proposition », lui dit-elle dans le laboratoire, où ils étudiaient les schémas des systèmes chaotiques. Les yeux du professeur s'illuminèrent. « Des idées ?» demanda-t-il. « Plusieurs, admit-elle, mais j'aurais besoin d'accéder à vos travaux antérieurs, vos recherches sur le codage de la mémoire quantique pour les développer correctement. » Ismaël hésita, sa voix se réduisant à un murmure. « Vous savez que c'est dangereux,
mais si vous voulez vraiment me protéger, vous devez comprendre. Me protéger de quoi? Insista Francelin en soutenant son regard. De plus, vos enfants m'ont montré des fragments de vos recherches, des équations, des schémas, mais aucun contexte. Elle mentit, voulant observer sa réaction. Ismaël pâlit. Que vous ont-ils montré exactement? Des bribes, dit-elle en se penchant. J'ai besoin de toute la vérité. Il se passa une main tremblante sur le visage. D'accord, murmura-t-il. Mais pas ici, pas maintenant. Retrouvez-moi demain à 17h en salle de rééducation. Personne ne se doutera de rien. Le lendemain matin, le téléphone de Francelin vibra et un numéro inconnu apparut. J'ai des informations sur monsieur, rendez-vous au café devant l'hôpital, 4h30. Daniel. Elle répondit, d'accord, puis supprima les deux messages. À 4h30, elle se glissa dans le petit café. Daniel était assis, penché sur ses papiers, l'air grave. Que as-tu trouvé? Demanda-t-elle. Il baissa la voix. Connexion inquiétante. Les Carregno font transiter de l'argent par Neurocan, une entreprise de biotechnologie qui traite officiellement les maladies neurologiques, mais qui détient secrètement des contrats militaires pour l'amélioration cognitive et la récupération de la mémoire traumatique. Il fit glisser une feuille sur la table, dossier financier, coupure de presse, extrait de brevet. Avec la disparition du professeur Carregno, le projet de plusieurs millions de dollars de Neurocan avec le ministère de la Défense au nom de Code Mnemoine a été brutalement annulé. Une théorie, Ismaël l'a sabotée. Une autre, quelqu'un a tenté de le réduire au silence. Francelin frissonna. Je le retrouve dans une demi-heure en salle de rééducation, dit-elle. Daniel écarquilla les yeux. Tu es sûr que c'est sûr? Il y a plein de monde. Il lui glissa un petit appareil dans la main. C'est un enregistreur, au cas où il dirait quelque chose de crucial. Elle le glissa dans sa poche et se leva. Merci. Il secoua la tête. Ne me remercie pas encore. Ça pourrait être bien plus dangereux qu'on ne l'imagine. À 17h précises, Francelin entra dans la salle de rééducation vide. Un seul thérapeute s'occupait d'un patient âgé au fond. Près de la fenêtre, Ismaël était assis dans un fauteuil roulant, le regard fixé sur le jardin. Tu es venu, dit-il sans se retourner. Tu as dit que tu me dirais la vérité. Il se retourna lentement, la vulnérabilité gravée sur son visage. Oui, murmura-t-il en désignant une chaise proche. Mais d'abord, je devais m'assurer que tu n'étais pas suivi. Personne ne m'a suivi, mentit à nouveau Francelin, se rasseyant et tapotant l'enregistreur. Il y a 7 ans, commença-t-il d'une voix brisée, j'étais sur le point d'achever une théorie permettant d'accéder à la mémoire au niveau quantique, de la lire, de la modifier, et même de la transférer entre systèmes. Ses yeux brillaient d'une passion ancienne. En théorie, nous pourrions un jour transférer des souvenirs d'une personne à une autre. Le potentiel est incalculable. Il jeta un coup d'œil autour de lui avant de poursuivre. Le gouvernement s'est intéressé à moi et, par l'intermédiaire de Neurocan, l'entreprise de mes enfants a commencé à financer mes recherches. Ils parlaient de remèdes contre la maladie d'Alzheimer, de guérison des traumatismes, mais leur véritable objectif était une arme, implanter des souvenirs, modifier les identités, créer un lavage de cerveau parfait et réversible. Une vague de nausées s'abattit sur Francelin. J'ai essayé de saboter mon travail, avoua Ismaël. J'ai détruit des données, introduit des erreurs délibérées que moi seul pouvais déceler. Puis j'ai simulé ma mort, laissé des preuves près de la rivière, et disparu avec la seule copie complète de mes recherches cachées dans mon esprit. Il se tapota la tempe. Mais quelqu'un m'a retrouvé. Je me suis réveillé quelques jours plus tard dans un refuge avec une véritable amnésie où des fragments d'équations et de théories me traversaient l'esprit. Il sourit ironiquement. L'homme qui étudiait la mémoire a perdu la sienne. Pourquoi moi, murmura Francelin. Son regard s'adoucit. Vos visites constantes ont ancré ma réalité. Vous avez renoué des liens que je croyais perdus à jamais. Quand vous avez contacté ma famille, 2 mondes se sont affrontés, l'enseignant que j'étais et le sans-abri que je suis devenu. Il lui prit la main. Mes enfants veulent reprendre là où je m'étais arrêté, par ambition et parfois aveuglant la technologie. Ils voient en vous ce qu'ils ont perdu en moi, un esprit capable de terminer ce travail. Son étreinte se resserra. Mais personne ne devrait avoir ce pouvoir. Ni le gouvernement, ni Neurocan, ni même moi. J'ai besoin de votre aide pour détruire le projet Mnemoine.
Avant que Francelin ne puisse répondre, des pas résonnèrent. Roré apparut dans l'embrasure de la porte, le regard empreint de suspicion. « De quoi discutez-vous si intimement ?» Francelin força un sourire. « Je révise juste quelques notions. » Le regard de Roré se figea sur l'enregistreur qui sortait de sa poche. Il s'avança. « Veux-tu dîner avec nous ce soir ?» C'était un test. Refuser l'invitation confirmerait sa méfiance. « J'adorerais, mais j'ai promis à Laura de rentrer, » dit-elle d'une voix douce. Il hocha la tête. « C'est compréhensible. À demain, on est samedi, après tout. On a préparé une surprise. » En quittant l'hôpital, le pouls de Francelin s'accéléra. Une fois sûre que personne ne la suivait, elle appela Daniel. « On a un problème, » dit-elle d'un ton pressant. « Ils savent qu'on enquête. » Il soupira. « Alors ils accéléreront leur plan. S'ils ont besoin que tu termines Mnemoine, ils ne te laisseront pas refuser. » Ces paroles la tenaient tandis qu'elle marchait vers l'arrêt de bus, la pluie crépitant sur le trottoir comme un avertissement. Ce qui avait commencé comme un acte de gentillesse était devenu une conspiration de contrôle mental, et maintenant, chaque pas lui semblait semé d'embûches. Elle a finalement répondu « Je ne me sens pas très bien ». Laura la regarda avec surprise. Depuis que Francelin était avec eux, elle n'avait jamais annulé une visite chez les Carregno. « Tu veux que j'appelle Amélia pour lui dire que tu es malade ?» Francelin hésita. La dernière chose dont elle avait besoin, c'était que Laura appelle les Carregno. S'ils insistaient, quelle excuse pourrait-elle invoquer? Et s'ils insistaient et venaient la chercher? Finalement, elle prit une décision. « Je m'en occupe », dit-elle en s'éclipsant dans sa chambre. Elle fixait son téléphone. Si elle appelait pour annuler, que dirait-elle? S'ils insistaient, comment résister? Finalement, elle composa le numéro de Daniel. « J'ai besoin de ton aide. » Elle n'attendit pas son salut. « Je crois que les Carregno ont prévu quelque chose pour aujourd'hui, et je ne veux pas y faire face seul. »« Avez-vous reçu d'autres menaces ?» a-t-il demandé. Un message anonyme soi-disant d'Ismaël m'avertissant de ne pas aller chez lui aujourd'hui. « Tu le crois? » Je n'en suis pas sûr. C'est peut-être lui qui essaie de me protéger, ou quelqu'un d'autre qui m'empêche d'avoir une révélation importante. Exactement. C'est pour ça que tu as besoin que quelqu'un sache où tu es. J'ai une meilleure idée, je t'accompagnerai, à distance. Je pourrai observer, et si quelque chose tourne mal, j'interviendrai ou j'appellerai la police. Le plan n'était pas parfait, mais c'était mieux que d'affronter les Carregno seuls. D'accord, acquiesça-t-elle. Je t'enverrai l'adresse. À 11h, ponctuel comme toujours, Francelin arriva au manoir Carregno. Daniel l'attendait dans une voiture de location à un pâté de maison, prêt à surveiller. Ils avaient convenu qu'elle enverrait des nouvelles régulièrement et que, si 3 heures s'écoulaient sans nouvelles, il alerterait les autorités. Amélia l'accueillit dans le grand hall, élégante comme toujours, même si Francelin perçut une certaine tension dans son sourire. « Ma chérie, quel plaisir de te voir. Les garçons sont au laboratoire, ils ont quelque chose de spécial à te montrer. » Tandis qu'Amélia la guidait à travers de longs couloirs silencieux, Francelin envoya un texto à Daniel, « Je suis à l'intérieur. » Tout semble normal. Le laboratoire était méticuleusement aménagé. Jem et Roré étaient assis à des consoles séparées, tandis qu'Ismaël observait un modèle holographique de cerveau, dont les points lumineux circulaient à travers les voies neuronales. « Francelin » s'écria Roré avec un enthousiasme forcé. « Juste à temps pour notre manifestation. »« Une manifestation » demanda-t-elle d'un ton décontracté. Jem fit un geste vers le cerveau flottant. « Nous nous sommes appuyés sur les théories de papa. Ce prototype simule la formation, le stockage et la récupération des souvenirs à l'échelle quantique. » Elle s'approcha, feignant la fascination. « C'est magnifique. Mais où as-tu trouvé ces données ?» Le sourire de Jem n'atteignit pas ses yeux. « De grand-père Carregno. Nous avons suivi son rétablissement chaque fragment, chaque reconnexion. » Un frisson lui parcourut l'échine. Roré rit. Il s'est porté volontaire, bien sûr. Ismaël, l'observant attentivement, dit doucement « oui ». Sa voix était chargée d'une résignation qui la mettait à rude épreuve. Jem appuya sur un bouton, et 2 modèles cérébraux apparurent côte à côte, l'un intitulé IAC, l'autre FV. « Voici toi, Francelin. D'après les tests cognitifs que nous t'avons soumis, chaque problème, chaque défi,
Chaque conversation a été conçue pour cartographier ton esprit. Elle recula en titubant. Pourquoi? Parce que tu es spécial, dit Francelin, le cœur battant. Amélia, qui était restée silencieuse jusque-là, ajouta doucement, tu es la pièce manquante. Pourquoi? Demanda Francelin, la voix tremblante. Pour terminer le travail d'Ismaël, répondit Jem. Il a perdu des données cruciales lors de son effondrement. Vous pouvez nous aider à reconstituer ces pièces manquantes. Elle regarda Ismaël, qui ferma les yeux comme s'il souffrait. Et si je refusais? Le ton de Jem se durcit. Nous espérions que vous seriez enthousiaste à l'idée de contribuer à quelque chose de révolutionnaire. Quelque chose qu'il a essayé de détruire, rétorqua Francelin. Parce qu'il a vu le danger. Roré s'est moqué. Papa a toujours été trop prudent. Le progrès sans éthique est une destruction sous un autre nom, dit Ismaël en ouvrant les yeux. Non, insista Francelin. Pas quand il s'agit d'effacer des identités, d'implanter de faux souvenirs, de contrôler des volontés. Les frères échangèrent un regard. Roré murmura, il t'en a dit plus que nous ne le pensions. C'est plus que suffisant, rétorqua Théel. Je ne veux pas de ça. Elle se dirigea vers la porte, mais Jem appuya sur une touche. Les portes du laboratoire claquèrent. C'est une résidence surveillée, dit-il doucement, jusqu'à ce que vous compreniez parfaitement ou que vous soyez obligé de coopérer. Le cœur de Francelin s'emballa. Ce modèle cérébral est-il juste pour voir comment tu peux me manipuler? Un outil de recherche. Rien de plus. Commença Jem. Et rien de moins, termina Ismaël, la voix claire malgré sa fragilité. Amélia s'avança, l'air doux. Ma chère, nous ne te ferons aucun mal. Nous t'offrons un but, un héritage. Quel héritage? S'exclama Francelin. De la guérison des esprits, dit Amélia. Des remèdes contre les maladies neurologiques, la préservation des souvenirs. Ce sont des utilisations bénignes, ajouta Ismaël. Parlez-lui des autres. Roré lança un regard irrité à son père. Les applications militaires ne représentent qu'une petite partie de mon travail. Défense nationale, répéta Francelin d'un ton glacial. Un euphémisme pour contrôle mental. Jem intervint, tu as besoin de temps pour digérer. Tu resteras ici ce week-end. Lundi, nous espérons que tu auras changé d'avis. Elle pesa le pour et le contre. Daniel interviendrait si elle se taisait, mais pas avant plusieurs heures. Et que pourrait-il lui faire pendant ce temps-là? Si je refuse toujours, demanda-t-elle, temporisant. Les yeux de Roré se posèrent sur Ismaël. Y a-t-il d'autres moyens d'obtenir ce dont nous avons besoin? Demanda-t-il d'une voix froide. La menace était claire. Francelin sentit le nœud se resserrer dans son estomac. Laisse-la partir, insista Ismaël d'une voix forte. Ce n'est qu'une enfant, même si, avec son esprit, on ne peut pas se permettre de la perdre. Elle scruta la pièce à la recherche d'une issue, mais n'en trouva aucune. Puis elle remarqua la main d'Ismaël, un léger tremblement, un signe qu'elle seule pouvait déchiffrer. Soyez prudente. J'ai besoin d'aller aux toilettes, dit-elle. Les sourcils de Roré se haussèrent de surprise. Maintenant? Bien sûr, dit Amélia, masquant son soulagement. Je t'accompagne. Je peux y aller seule, insista Francelin. Tu n'es pas seule, répondit Amélia, d'une voix ferme comme un pétale de rose. En partant, Francelin réalisa qu'elle était coupée du réseau, son téléphone n'affichait plus de signal. Bien sûr. Ils avaient bloqué les communications. Elle prit une profonde inspiration et se prépara à affronter ce qui allait suivre.